Epocom et je suis ravi de vous retrouver pour cette réunion d'information. Pour ce premier rendez-vous, non pas premier, deuxième, parce qu'on a eu une première séance ce matin avec énormément de connexions et on en est ravis. Ça reste un rendez-vous quand même, le premier rendez-vous d'une longue série sous ce format. Nous avons choisi ce modèle car vous nous avez fait part de vos difficultés pour vous déplacer et participer aux réunions d'information dites classiques de type HIS. C'est pour nous un moyen de communiquer avec vous qui répond à nos nouveaux modes de travail et de vie professionnelle. Ces rendez-vous seront réguliers et vont nous permettre de vous tenir informés des décisions prises par l'entreprise et qui nous impacteront dans nos conditions de travail, notre évolution professionnelle ou salariale. Nous voulons coller avec l'actualité et pour ce premier rendez-vous, pour cette première journée, nous avons choisi la rémunération comme sujet, comme premier sujet. Dans les prochaines semaines, nous en aborderons d'autres. Et d'ailleurs, si vous souhaitez échanger sur des thèmes particuliers, n'hésitez pas à nous les faire remonter via notre site internet. Les réunions d'information comme celle d'aujourd'hui sont de caractère descendant et ne remplaceront évidemment pas toutes les actions de terrain qui nous permettent de vous rencontrer, d'échanger avec vous et de définir ensemble nos intérêts communs. Ce sont pour nous les prérequis pour construire nos revendications et ainsi vous représenter au mieux. Il est indispensable que vous compreniez que sans vous, sans votre participation, sans votre mobilisation quand c'est nécessaire, l'entreprise fera ce qu'elle veut sans tenir compte forcément des intérêts des salariés. Et c'est pourtant bien nous, salariés, femmes et hommes, qui construisons cette entreprise dans des conditions parfois fragiles, voire compliquées. L'entreprise évolue sans cesse et se transforme. Elle axe son fonctionnement autour du collectif. Et ça tombe bien car c'est une valeur que Epocom a toujours défendue. Nous avons toujours revendiqué et négocié pour vous de meilleurs salaires. Nous ne sommes pas pour rien le syndicat de la fiche de paye. Nous ne devons pas oublier que nous consacrons notre bien le plus précieux, notre temps, pour participer au collectif qui est l'entreprise. En contrepartie, celle-ci doit s'assurer qu'individuellement, nous en retirons des avantages, dont le plus important est notre salaire, qui nous permet de vivre au quotidien et de réaliser nos projets personnels. Il ne s'agit pas de demander l'aumône, mais bien d'un droit qui doit être porté collectivement, car il nous concerne tous. Cependant, année après année, nous voyons notre pouvoir d'achat baisser alors que les résultats de l'entreprise sont bons, voire excellents, voire meilleurs tous les ans, et que nous sommes de moins en moins à en assurer l'activité. Pour en revenir, et j'en reviens à l'actualité du jour et du sujet pour aujourd'hui, je vous présente le déroulement qu'on va faire. Je suis accompagné aujourd'hui de Sylvie Fressine, négociatrice nationale de la NAO, et de Laurent Fontanier qui a négocié notamment l'accord intergénérationnel, et le TPS, qui font partie tous les deux de l'équipe centrale Epocom. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos questions. Nous avons fait une sélection de celles qui sont revenues le plus souvent et nous traiterons ici celles qui relèvent de l'intérêt collectif. Évidemment, toutes les questions qui ont été posées, y compris les individuelles, auront une réponse dans les prochains jours, évidemment. Sylvie va nous dérouler une présentation rapide de la négociation salariale en cours, la NAO, puis nous passerons aux questions. Laurent, quant à lui, interviendra plutôt sur le domaine fonctionnaire et sur ARC, donc l'accord reconnaissance, compétences et qualifications, dont il a été un des négociateurs. Bon, je laisse la parole à Sylvie. Merci Jean-Marc. Alors bonjour à tous et à tous. La négociation salariale, elle a lieu chaque année. C'est vrai, Jean-Marc a parlé de NAO parce qu'on parle communément de NAO. Alors la NAO, négociation annuelle obligatoire, on en parle parce qu'en fait dans les autres entreprises, cette négociation, elle englobe donc les salaires, mais aussi la formation professionnelle, l'organisation et la durée du travail, l'égalité professionnelle. À Orange,
nous avons pour chacune des parties que je viens d'énumérer en fait un accord spécifique. Donc nous, notre négociation annuelle à Orange, elle concerne en priorité la discussion sur les mesures salariales et tous les budgets qui sont liés aux différents accords que je viens de citer. Alors en fait c'est vrai, il s'agit d'une négociation très technique avec beaucoup de chiffres et de pourcentages. Donc nous allons essayer en fait d'être le plus pédagogique possible et surtout de ne pas vous perdre en route. Donc la négociation salariale, elle comprend, comme je vous l'ai dit, des discussions sur des budgets complètement différents. On va commencer par le budget pour les augmentations de salaire. Voilà, alors ce budget-là, il concerne les salariés non cadres, donc de droit privé, ainsi que tous les cadres. Pour ce budget, qu'on détaillera plus tard, il y a, et nous y tenons particulièrement à FOCOM, et c'est ce que nous défendons, une part, ce qu'on appelle une part collective, pour que chacun ait un minima garanti au sein des accords qui sont signés. Et puis il y a donc cette part collective plus une part individuelle, et là cette part individuelle elle est laissée à l'appréciation de la décision managériale. Donc il y a des dispositions spécifiques, tout d'abord pour les fonctionnaires non cadres. Voilà, parce que quand j'ai parlé de budget pour les augmentations de salaire, j'ai cité que les salariés de droit privé et les cadres. Bien entendu, les fonctionnaires non cadres aussi sont dans cette négociation salariale, mais ce qu'il faut dire avant tout, c'est que la rémunération des fonctionnaires non cadres, donc je le rappelle, parce que pour la plupart d'entre vous, vous le savez, mais elle dépend avant tout de la fonction publique. Donc, quelle est la part au sein de cette négociation salariale? Eh bien, c'est parce qu'on négocie un complément de garantie qui va suppléer notamment au gel du point d'indice et puis garantir un niveau d'augmentation à tous les fonctionnaires non cadres. Hein. Donc, les fonctionnaires cadres, les cadres fonctionnaires et les cadres contractuels, hein, je l'ai dit, eux, c'est le budget des augmentations de salaire, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Il y a des mesures seuil. Oui, alors ces mesures seuil, en fait, c'est ce qu'on appelle des mesures complémentaires, notamment par exemple pour les premiers niveaux de salaire, pour qu'il y ait aussi une augmentation compensatrice. Il y a donc dans ces mesures le budget qui est dédié à l'égalité professionnelle, et puis des mesures complémentaires pour, par exemple, les salariés en début de carrière également. Un budget reconnaissance? Oui, un budget reconnaissance. Donc un budget reconnaissance et à l'intérieur duquel il va permettre un volume de promotion et de mesures emploi et compétences. Voilà, donc ce budget, il figure dans l'accord reconnaissance des compétences et des qualifications de 2017, hein, dont FOCOM est signataire, à hauteur d'ailleurs de 0,8%, mais on le réinscrit au sein de la négociation salariale et on verra tout à l'heure pourquoi est-ce qui s'est passé dans la négociation cette année. Alors à noter peut-être qu'en 2018, les mesures salariales retenues par la direction étant insuffisantes, la négociation n'a abouti à aucune signature et donc à aucun accord, il y a eu une décision unilatérale. Exactement, c'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire des négociations salariales au sein d'Orange. Et du coup, une décision unilatérale, ça veut dire que seule la direction décide de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ce qu'il y a eu pour 2018, c'était des minima en termes de mesures. Bon, Sylvie, tu vas nous parler du contexte général pour cette négociation salariale 2019, avec tout d'abord des résultats excellents pour Orange en 2018. Exactement, parce que quand on négocie des augmentations, on tient compte de l'année qui vient de se passer, puisque c'est ce que l'entreprise aura généré comme chiffre d'affaires, et plus la masse salariale, et ce budget-là, il est bien issu de toutes ces données. Donc, en 2018, des résultats, comme tu le dis Jean-Marc, qui ont été excellents. Orange a dégagé un chiffre d'affaires de 41 milliards, donc qui était en augmentation, une croissance des bénéfices avant impôt, la croissance aussi de la capacité à investir, une diminution de la dette donc qui se déroule à un très bon rythme, et puis en parallèle, c'est ce qu'il faut mettre en face, c'est-à-dire ce qui nous impacte nous tous. l'IPC. Exactement. Alors l'IPC c'est quoi? C'est l'indice des prix à la consommation. Donc lui, il a atteint un niveau de 1,8%. Le taux d'inflation, alors certes celui retenu pour les négociations salariales, c'est 1,5%. En fait, il faut se dire que le taux d'inflation global, il a été d'1,8
comme je viens de vous le dire, au sein de l'indice des prix à la consommation. Donc le pouvoir d'achat, il a été impacté. Donc en contrepartie, qu'est-ce que nous avons récolté avant cette négociation salariale? Vous l'avez constaté, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même une augmentation de l'intéressement participation, mais elle a été assez minime. On pouvait en espérer plus. Il n'y a pas eu de prime exceptionnelle, comme d'ailleurs nous l'avions revendiqué. Ça a été refusé par la direction pour récompenser tous les salariés de ces résultats, justement. Hein. Et puis enfin, on va citer à nouveau Stéphane Richard, qui en fin d'année a dit que il fallait lâcher du lest. Hein. Donc on lui a reproduit et rappelé bien sûr ses propos pour la NAO notamment, plus la déclaration de la direction de l'entreprise, Orange France, qui dit vouloir aboutir à une politique salariale qui soit ambitieuse. Alors sur la base de ce contexte, et puis bien sûr des témoignages salariés de tous, hein, tout le monde était désireux quand même d'avoir une augmentation conséquente, une récompense finalement en 2019. Donc c'est sur la base de tous ces éléments que l'équipe EFOCOM est rentrée en négociation. Aujourd'hui, où en sommes-nous de cette négociation salariale? Alors en fait, hier a eu lieu la 5e et dernière séance. Et donc nous allons vous donner, on va dire en avant-première, les résultats qui vont figurer dans le projet d'accord. Donc les chiffres que nous vous communiquons sont bien ceux à la fois négociés, mais quand même là où la direction a dit on s'arrête à ces chiffres-là. Hein. Et donc ces chiffres, ils sont bien sûr pour l'instant hypothétiques puisqu'ils ne seraient appliqués et ne seront appliqués que s'il y a signature. D'ailleurs, il faut le préciser, de 2 voire 3 organisations syndicales. Hein, c'est nécessaire pour qu'un accord soit valide maintenant. Voilà. Donc tu vas nous parler dans un premier temps des augmentations générales. Exactement. Alors prenez un stylo peut-être pour ceux qui nous écoutent. C'est là quand on va vous donner des informations, on va le donner tranquillement, lentement, pour que vous puissiez noter toutes les informations qu'on va vous donner. Donc là, c'est les informations, s'il y en a certaines qui doivent être notées, c'est celle-ci. Donc Sylvie va dérouler dans un premier temps donc les augmentations générales. Voilà. Donc ce qu'on appelle augmentation générale, augmentation salariale, c'est les augmentations qui vont concerner tout le monde, toutes les populations qu'on a citées tout à l'heure. Donc, à l'issue de la 5e séance de négociation et dernière séance, l'augmentation moyenne, elle sera de 1,7%. Et je vais vous donner à chaque fois en parallèle le chiffre ou le pourcentage qui figure dans la décision unilatérale 2018. Donc pour 2018, c'était 1,4%. Alors qu'est-ce que c'est ce chiffre? C'est à la fois le budget, c'est-à-dire c'est 1,7% de la masse salariale, et c'est aussi 1,7% d'augmentation auquel vous allez pouvoir avoir, on va dire, accès. Donc je l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de ces 1,7%, nous, on a revendiqué et obtenu encore cette année des minimums garantis. C'est-à-dire qu'il y a une part que je vais vous donner en euros. Cette part-là, vous serez sûr de la toucher sur votre salaire. Alors, on va parler d'abord des non-cadres et des ACO en particulier. Voilà. Alors, donc pour les non-cadres et les donc salariés contractuels de droit privé. Donc le minima garanti au sein de ces 1,7%, c'est 430 € sur le projet d'accord, versus 325 € sur la décision 2018. Donc ça veut dire quoi? Ces 430 €, si on les met en regard d'un salaire moyen, parce que c'est comme ça que c'est calculé, hein, mais à vous de voir ce que représentent ces 430 € sur votre salaire annuel. Donc sur un salaire moyen, c'est 1,5% donc de garantie en collectif. Et puis donc, je vous ai dit 1,7, donc ça veut dire qu'il manque ces 0,2%. Et bien ceux-là, ils seront ajoutés en possibilité d'une augmentation individuelle. Donc je rappelle que l'augmentation individuelle, ça c'est la part décidée par, c'est la part managériale. Voilà.
Donc là, on a parlé des ACO, on va parler des AFO. Avec une précision quand même, les AFO sont pas forcément concernés à la base, au départ, dans la NAO. Donc là, il y a quand même une plus-value pour les fonctionnaires, et tu vas nous en dire deux mots, Sylvie. Voilà. Et on y reviendra parce que ça fait l'objet de pas mal de questions que vous avez posées. Donc pour les fonctionnaires, c'est 300 euros. Alors, on va se dire 300 euros, c'est moins de 430 euros. Mais le calcul est différent, hein, parce que pour les fonctionnaires, les 300 euros, donc c'était 200 euros en 2018, c'est calculé comme étant 0,9% donc de garantie en collectif. Et les fonctionnaires, à travers l'avancement d'échelon, ils ont donc une fois tous les 3 ans, à raison de 2,4 donc sur les 3 ans. Là, j'espère que je vais perdre personne, donc ça représente 0,8% par an. Donc 0,9% les 300 euros, ça, voilà. Et puis le reste est amené avec l'avancement d'échelon de 0,8%. Voilà, donc ça représente au total, ça représente bien les 1,7% d'augmentation également. Alors nous étions à 200 euros l'année dernière. Oui. Et rappelons que, alors, premièrement, les fonctionnaires n'étaient pas forcément embarqués dans cette négociation. Et si je me rappelle bien, en 2016, on était à 100 euros. Alors, ça, c'était très peu. On ne sait pas si c'est beaucoup plus, mais en tout cas, on a triplé. Ouais. Là, pour l'accord et la négociation de cette année, nous sommes à 300 euros pour les fonctionnaires. Oui. Alors, bon, après, voilà, mais c'est en fait... c'est brut, hein. Oui, effectivement, oui. Hein, on a une question, oui, pardon. Hein. On parle de brut, on parle pas de mensuel, hein, on parle d'annuel. Donc c'est minima garanti, c'est annuel. Ça, c'est les montants d'augmentation générale auxquels viennent se rajouter éventuellement, et on va voir dans les budgets plus loin, si vous avez une mesure reconnaissance, une promotion et d'autres mesures, début de carrière, premier niveau de salaire. Hein. Ça se rajoute. Voilà, ça se cumule exactement. Et ça, on y reviendra. Ouais. Alors, juste un petit détail, parce que là, vous nous avez posé la question directe. Donc, même si c'est une réunion descendante avec des questions qui ont été posées en amont, vous avez la possibilité, via la COPNET, de nous poser les questions. Si les questions collent dans le thème que nous sommes en train de développer, nous y répondons tout de suite. Donc, comme là, net ou brut, Sylvie a répondu, effectivement, c'est du net. Donc, nous avons... Pardonnez-moi, c'est du brut. Pardon, c'est du brut. Nous avons parlé des non-cadres, nous allons parler maintenant des cadres. Ouais. Donc, pour les cadres, le garanti, donc le minimum garanti annuel, il est de 500 euros. Il était de 325 euros en 2018. Donc, ça représente, en fait, un minimum garanti en termes de pourcentage, c'est un des plus hauts qu'on a eu jusqu'à présent. D'ailleurs, c'est valable aussi pour les agents contractuels, hein, voilà. Donc, ça représente 0,9% sur un salaire moyen, cadre. Et donc, il y a une possibilité, hein, vous l'avez compris, pour atteindre les 1,7%, d'avoir 0,8% à ajouter en augmentation individuelle. Donc, rapidement et en synthèse, parce que pareil, la question nous est posée, oui. On refait non-cadre, APO et cadre. Donc, on rappelle juste les montants. On rappelle les montants. Allez. Donc, salariés contractuels, donc je vais parler là que des minima garantis. Hein. Salariés contractuels non cadres, donc 430 euros. Salariés fonctionnaires non cadres, 300 euros. Et salariés cadres, donc qui comprennent à la fois les contractuels et les fonctionnaires, 500 euros. Alors pourquoi parce que les cadres, en fait, eux, ils sont bien tous inclus dans la négociation salariale, puisque c'est une rémunération globale. Hein, donc il y a cette partie-là qui... voilà. Donc les autres articles de la négociation maintenant, avec les mesures bas salaire à ajouter. Voilà. Alors quand on dit bas salaire, c'est effectivement des seuils, hein, de premier salaire, sur lequel, là, selon votre niveau de salaire, c'est vous rajoutez donc la somme que je vais vous donner. Donc pour les non-cadres contractuels et fonctionnaires, c'est 100 euros supplémentaires, donc c'est toujours du brut, hein, pour les jusqu'à 30 000 euros annuels. Voilà. Donc pour... Et 29 000 euros. Exactement. Donc ça veut dire que le seuil, on a fait augmenter le seuil,
des premiers niveaux de salaire. Pour les cadres, c'est 200 euros supplémentaires jusqu'à 36 000 euros, et c'était 35 000 en 2018, voilà. Et puis pour les cadres également, 100 euros quand les salaires sont entre de 36 000 à 41 000 euros. Voilà. Alors on a une question, donc je m'interromps juste une minute. Ah oui, alors effectivement, donc pour les fonctionnaires qui sont, je lis la question telle qu'elle est, au taquet, c'est-à-dire en fin d'échelon, il n'y a pas les 0,8% d'avancement d'échelon, tout à fait. Donc c'est effectivement une population, je ne vais pas vous donner le volume aujourd'hui, sincèrement je me souviens plus là tout de suite, mais dont on parle régulièrement, sur lequel la direction ferme la porte. Je vous le dis, voilà, autant sur la négociation on peut avancer, etc., mais là sur cette partie. Voilà. Donc ce sera pour ces fonctionnaires-là 300 euros. Effectivement. Alors on va parler des bas salaires, on va parler du budget reconnaissance avec une particularité pour Ecocom qui sommes signataires de l'accord. Laurent y reviendra un petit peu tout à l'heure, mais tu vas nous parler donc du budget reconnaissance. Oui, parce qu'en fait ce budget reconnaissance, il a été déjà négocié au sein de l'accord, reconnaissance des compétences et des qualifications, donc à hauteur de 0,8%. Donc chaque année depuis donc 2017, la direction l'inscrit, parce qu'elle inscrit tous les budgets dans la négociation, enfin dans l'accord, dans le projet d'accord, et puis de toute façon là elle ne peut pas l'enlever parce qu'il a été vraiment inscrit dans l'accord qui a été signé. Par contre, jusqu'à présent, elle a toujours refusé d'augmenter ce budget, alors que, au lieu d'avoir une année de mise en œuvre, on en est quand même à la 3e année. Alors, donc la grande nouveauté, donc cette année, vraiment, on a obtenu, et là pour le coup, autant il y a des revendications communes, mais là, le budget reconnaissance, c'est FOCOM qui l'a négocié à la hausse, et on l'a obtenu. Voilà. On l'a obtenu, on a un budget de 0,85%, donc vous allez me dire ça fait une différence de 0,5%, n'empêche que c'est un volume quand même, ça va faire un volume important de mesures et de promotions en plus. C'est sur toute la masse salariale. Et c'est sur toute la masse salariale, exactement. Voilà. On parle aussi de budget et égalité professionnelle. Voilà, et entre les deux, effectivement, alors, juste parce que j'ai parlé du budget reconnaissance, on avait un budget aussi pour les situations particulières, c'est-à-dire, voilà, notamment les salariés où il est nécessaire de faire une mise à niveau du salaire, et puis un volume est particulièrement important, et d'ailleurs en 2018 on est à 18 000 salariés qui ont été non promus depuis plus de 10 ans. Donc la direction nous dit oui, mais ils bénéficient des mesures emploi et compétences, etc. Oui, mais quid de la promotion? Donc on les a réintroduits cette année, on a fait doubler ce budget pour qu'il y ait un volume important de ces situations particulières qui soient traitées. On en aurait voulu beaucoup plus, mais déjà avoir doublé le budget, ça va permettre d'avoir des promotions pour... Alors, les qualités professionnelles. Donc, là, on y tient particulièrement. On a signé l'accord, égalité professionnelle. Et dans ce budget-là, il y a deux parties. Il y a le parti écart salarial, donc femmes, hommes, surtout sur les cadres, d'ailleurs, où il y a une différence assez importante. Mais sur les non-cadres, quelquefois, c'est l'inverse. Donc, l'égalité professionnelle, c'est pas que pour les femmes, c'est les femmes et les hommes, on le rappelle. Donc, il y a un budget écart salarial de 0,10%. Donc, on espère gratter un peu, mais pour l'instant, il est à l'équivalent de 2018. Et l'évolution professionnelle, promotion, et bien là, on a réussi donc à l'augmenter à 0,25%. Voilà, il était à 0,20 en 2018. Ensuite, on a reconduit donc toutes les promotions reconnaissance à l'ancienneté. Et puis aussi les mesures début de carrière dont on a un petit peu parlé, elles ont été reconduites. Donc ça concerne les jeunes de moins de 29 ans et qui ont au moins 4 ans d'ancienneté. Donc on l'a revendiqué, il ne figurait pas du tout dans le projet d'accord. Et en fait, les autres organisations syndicales, elles ne tenaient pas particulièrement à maintenir cette mesure-là. Donc nous on a dit ok, donc soit on négociait les premiers niveaux de salaire pour ces jeunes, mais la direction
direction il était complètement opposé, donc on a voulu, et ça c'est acté dans le projet d'accord, hein, reconduire ces mesures-là. Donc c'est un budget de 1% et avec un minimum de 0,5% d'augmentation pour les jeunes qui sont concernés. Voilà. Et puis ensuite, on avait revendiqué également la prise en charge totale ou partielle de la surcotisation pour les salariés à temps partiel. Ça c'est important parce qu'on verra plus tard à travers une question que c'est 80% les femmes qui sont à temps partiel, il faut le dire, et qu'il y a une perte sèche énorme au moment déjà du salaire, hein, mais au moment de la retraite. Donc il est possible à travers la loi que les entreprises prennent en charge une partie sur cotisation. Ça n'a pas été retenu dans le projet d'accord. La porte n'est pas complètement fermée de la part de la direction, donc on va voir. Donc en fait, voilà pour le contenu en synthèse. Donc, alors qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le projet d'accord, il va être soumis à travers toutes les organisations syndicales, et puis au sein de FOCOM, en tout cas, il va être soumis aux représentants des salariés FOCOM pour une consultation, et puis une décision collective de signature ou pas. Voilà. Alors juste un petit rappel. Alors ça c'est les règles, c'est la loi. Pour qu'un accord soit valide maintenant dans les entreprises depuis l'année dernière, il faut 50%, il faut que on recueille 50% des organisations syndicales représentatives. C'est-à-dire qu'à Orange, il faut que ça soit au moins 2, voire 3 signataires pour que l'accord soit valide. On reviendra sur d'autres accords qui n'ont pas été signés, qui n'ont pas été signés par tous et qui n'ont pas recueilli justement ces 50%, et on verra les conséquences que ça peut avoir. Donc sans préjuger, évidemment, parce qu'on n'a pas le mandat pour l'instant de signer ou de pas signer cet accord-là, mais juste pour vous donner une explication, parce que c'est des questions qui nous sont posées, d'ailleurs on en a une là et on y reviendra peut-être tout à l'heure, pourquoi et comment un accord est valide ou pas. Donc on y reviendra tout à l'heure. La règle, le code du travail, la loi, c'est 50% de signataires dans des organisations représentatives. On y reviendra tout à l'heure. On va laisser place maintenant donc aux questions que vous nous avez envoyées. Donc je rappelle qu'on a pris les questions qui étaient les plus majoritairement posées. Donc on va apporter des réponses. Et toutes les questions, donc ça c'est plutôt d'ordre collectif et général, toutes les questions qui sont plus d'ordre individuel, toutes celles qui ne seront pas évoquées ou auxquelles il n'y aura pas de réponse là, nous donnerons les réponses dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Donc je laisse la parole maintenant à Laurent qui va poser des questions. Vas-y Laurent. Oui, donc Sylvie, tu nous parlais d'inflation en début de ta présentation. D'ailleurs, je te remercie d'avoir fait parce qu'elle était très claire. Et une des questions, c'est Orange devrait garantir à tous ses salariés une augmentation minimale équivalente à l'inflation, justement pour sauvegarder ce pouvoir d'achat, ce qui n'est pas le cas. La question est comment fait-on pour obliger Orange à le faire? Oui, bien sûr. Elle est très juste cette question parce que à minima quand même ce qu'on devrait avoir c'est de couvrir donc le taux d'inflation, tu l'as dit Laurent, et puis nous négociateurs on demande plus. Alors si on s'arrête au stade de la négociation là où on en est, phase finale on peut le dire, ce qu'on a obtenu c'est une augmentation du budget, donc on l'a dit, des augmentations générales de 1,7% versus, je le rappelle, 1,4% en 2018 dans la décision unilatérale. Alors le taux d'inflation qui est pris comme talon, on va dire comme référence, il est de 1,5% pour 2018. C'est ça, c'est ce taux d'inflation-là qui est pris, qui est retenu pour négocier, alors ça c'est pour toutes les entreprises, dans les salaires, SMIC, contrats privés, etc. Voilà, exactement. Pour la fumeuse que je suis, ça me plaît pas beaucoup, mais c'est exactement ça, c'est hors tabac, c'est 1,5%, et nous, ce qu'on considère et ce qu'on voit, c'est 1,8% d'inflation totale pour 2018, parce que c'est 1,8 qui pèse, comme tu l'as dit, sur le pouvoir d'achat. Alors, comment fait-on pour obliger Orange? On négocie. Alors, mettre la pression à Orange, c'est quand même, c'est aussi la mission quotidienne que vous nous avez confiée. Donc, c'est ce qu'on fait. On lâche pas le morceau, comme on dit. On agit
à travers le syndicat, et puis on témoigne de votre insatisfaction, de l'insatisfaction des salariés. Hein. C'est ce qui fait notre crédibilité. On n'est pas déconnecté du terrain, loin de là, voire la colère que vous avez. Donc ça a commencé, on a commencé à le faire à travers une alerte en comité national CHSCT, où on a eu d'ailleurs la visite de Stéphane Richard. Et même s'il ne s'agissait pas de conditions de travail pures, on a abordé effectivement, donc c'était en mois de novembre de l'année dernière, déjà le préambule de la négociation salariale. De la rémunération. Exactement. Juste un petit point, ne croyez pas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, dans l'actualité, on est depuis de nombreuses semaines, 18 ou 19 semaines, dans les mouvements de gilets jaunes. Evocom, dans l'entreprise, dans notre entreprise, dans toutes les entreprises, pour FO, œuvre au quotidien à côté des salariés et remonte les revendications auprès de la direction. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément toujours entendu, et ça c'est quelque chose que l'on dit régulièrement à l'entreprise. Ne minimisez pas le rôle des organisations syndicales, de la nôtre et des autres, vis-à-vis des remontées, des inquiétudes, des anxiétés que peuvent avoir les salariés. On parle d'Orange, il y a beaucoup d'inquiétudes, il y a une espèce de mal-être par rapport au pouvoir d'achat, par rapport aux conditions de travail, par rapport à l'emploi. Evocom, au quotidien, avec sur le terrain et tous les représentants qu'on peut avoir dans toutes les unités, dans toutes les DO, dans toutes les divisions, œuvront et nous sommes en contact permanent avec la direction pour essayer d'améliorer les choses. Il y a un mouvement, et ce qu'on dit d'ailleurs, pratiquement, non pas sous forme de menace, parce qu'ils le savent très bien, s'ils se retrouvent dans l'entreprise, d'ailleurs une crainte de certains RH, dans la filière RH, qu'on se retrouve si les organisations syndicales, si les gens pensent que les organisations syndicales ne servent plus à grand chose, on va se retrouver avec des révolutions dans l'entreprise. Nous, on est là pour on l'a dit depuis toujours, on est là pour défendre notre entreprise, on défend notre entreprise, on défend nos emplois, pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit écouté, il faut que les gens trouvent évidemment le leitmotiv pour continuer à travailler correctement, et il faut pas les laisser, il faut laisser personne sur le bas de la route. Donc à travers cette négociation, à travers toutes les négociations et à travers tous les rendez-vous et les interventions qu'on peut faire, les réunions d'EP, les CE, les CHSCT, c'est pour améliorer, en tout cas pour éviter que toutes les conditions de travail que l'on connaît actuellement, qui sont peut-être pas parfois parfaites, mais en tout cas qu'elles se dégradent. Donc le travail que fait Evocom et de façon générale les organisations syndicales dans notre entreprise sont très importantes. Un message que l'on a envoyé solennellement à l'entreprise, aux dirigeants de l'entreprise, y compris jusqu'à Stéphane Richard, jusqu'à Valérie Le Boulanger qui est notre DRH, ne minimisez pas le travail et la place des organisations syndicales. On n'est pas là contre l'entreprise. On est là pour garantir, à minima, voire plus évidemment, les conditions de travail. Et en tout cas, il ne faut pas qu'elles soient détruites. Et ne laisser, encore une fois, personne sur le bas-côté. Donc ça, c'est un message très fort parce que on a dit que ces rendez-vous qu'on avait, ces réunions d'information, on colle à l'actualité. Là, évidemment, dans l'actualité d'Orange, c'est la NAO, c'est la négociation salariale annuelle. En revanche, on voit tout ce qui se passe depuis novembre, depuis décembre, en France, que ce soit dans l'Hexagone ou même chez les ultramarins, dans les îles, il y a un réel souci, une réelle crainte par rapport à l'avenir. Donc, à travers les négociations, à travers les messages qui ont été donnés par notre président directeur général de ne pas justement laisser personne sur la route et d'avoir une politique à la hauteur des attentes des salariés, ne l'oubliez pas. Encore une fois, FO est là pour accompagner tous les jours, sans arrêt, tous les salariés, quelle que soit leur classification, qu'ils soient non cadres, en maîtrise, cadre, cadre sup, on est là pour eux et sans arrêt, on est en dialogue avec la direction. Ne l'oubliez pas. On pourrait aussi rajouter que c'est de la responsabilité sociétale de l'entreprise de donner du pouvoir d'achat à ses salariés pour faire fonctionner l'économie. Bien sûr. Et ce point-là est rappelé régulièrement à la direction. Et on le fait. Une autre question, Sylvie, c'est peut-on avoir un historique des évolutions salariales chez Orange comparé à l'évolution du coût de la vie, justement, par exemple sur les 20 dernières années? Alors, c'est vrai qu'il est bon
de regarder aussi l'évolution salariale et ce qu'on a obtenu à travers les négociations. La première négociation salariale à France Télécom, Orange, elle n'a pas 20 ans, pas tout à fait en tout cas, parce qu'elle a eu lieu en 2006, voilà. Et 2006, c'était suite à la mise en place des instances représentatives du personnel de 2004 et 2005. Alors, à l'époque, parce qu'on ne va pas pouvoir complètement se comparer, mais le contexte, c'était que l'entreprise faisait 52 milliards de chiffre d'affaires, hein, on est à 41 milliards en 2018, et l'inflation était à 1,5%, donc par rapport au taux d'inflation obtenu, c'était à peu près la même chose. Le pourcentage d'augmentation qui avait été acté à l'époque, il était de 1,1%. Hein, donc ce pourcentage était, je rappelle, à comparer au 1,7% du projet d'accord. À l'époque, un seul collectif garanti existait, c'était pour les salariés de droit privé, donc non cadre, et il était de 240 €, donc versus 430 € dans le projet d'accord. Les fonctionnaires n'étaient pas du tout dans le champ de l'accord, donc il y avait pas de minimum garanti, il y avait que l'avancement d'échelon. Et puis pour les cadres, il n'y avait pas non plus de garantie minimum, il y avait uniquement de l'individuel. Voilà. Donc, alors, excusez-moi, je jette un coup d'œil sur une question qui vient de nous arriver, on va y répondre jusqu'à présent, où elle s'adresse peut-être aussi à Jean-Marc. Juste pour dire, par rapport à cette évolution, que ce qu'on a obtenu dans les négociations salariales, hein, c'est qu'on a obtenu justement la prise en compte donc des fonctionnaires non cadres, parce que, alors pourquoi? Puisqu'ils dépendent de la fonction publique, etc. Parce que le point d'indice qui sert à calculer la rémunération, il est gelé depuis des années. Donc il freine en fait le gain salarial sur l'avancement d'échelon. Donc c'est important de le signaler, puisqu'en principe, et la direction au départ d'ailleurs, elle voulait pas sécréter des fonctionnaires. Hein, donc alors qu'on l'a dit tout à l'heure, les cadres, eux, rémunération globale, donc augmentation managériale. Voilà. Ce qu'on a obtenu, c'est les collectifs garantis et qu'on rehausse chaque année. Le budget de l'égalité professionnelle, il n'existait pas. Pourtant, il y avait aussi de l'égalité qui était beaucoup plus importante que maintenant. Donc, il n'y en avait pas à ce moment-là. Il n'y avait pas non plus de budget promotion, reconnaissance. Voilà. Donc, l'accord reconnaissance des compétences et des qualifications dont on parle beaucoup et il y a des choses à améliorer par rapport à cet accord, mais n'empêche qu'il a amené quand même un budget, ce budget de reconnaissance et puis le traitement de situations particulières dont des salariés sans promotion depuis plus de 10 ans, on en a déjà parlé. Voilà. Plus les mesures début de carrière, fin de carrière, seuil de carrière. Alors, juste, je rebondis par rapport à une question qui vient d'arriver. Comment interprétez-vous l'absence de négociation accompagnant le versement de la prime de solidarité de décembre du supplément d'intéressement 2019? Alors, très rapidement, le versement de la prime de solidarité était une décision unilatérale. Donc, je ne refais pas l'histoire, mais alors, je parlais des Gilets jaunes tout à l'heure. C'est une demande du gouvernement et particulièrement même du président de la République qui a envoyé un message aux entreprises pour justement prendre en compte et verser une prime dite pour le pouvoir d'achat à certains personnels. Dans notre entreprise, il y a eu peu ou trop peu de personnel qui ont eu cette prime. Une des revendications donc on n'a pas été évidemment, que ce soit Ecocom ou les autres organisations, nous n'avons pas été sollicités, nous n'avons pas été invités autour de la table pour en discuter. C'est encore une fois une décision unilatérale. La demande que l'on a faite, d'ailleurs nous avons fait, il y a eu une pétition qui recueille encore beaucoup de signatures. On en a plus de 6 000 signatures maintenant. Nous avons demandé une prime de 4 000 €. Nous avons été taxés au départ il y a eu une incompréhension en fait sur pourquoi ce montant-là. Je rappelle simplement que 4 000 €, c'est la rémunération moyenne à Orange. C'est la rémunération moyenne à Orange. Alors ça peut paraître énorme ou pharaonique, ça c'est la réalité. C'est quand vous prenez la rémunération moyenne, donc on ne voyait pas pourquoi certains allaient toucher 500 000, et surtout dans l'année où Stéphane Richard a parlé de l'inclusion, c'est-à-dire qu'on devait laisser personne, et j'ai dit tout à l'heure, sur le bord de la route. On a énormément de personnel qui ne sont pas concernés par cette prime.
Donc nous avons lancé cette demande, nous avons lancé cette pétition, nous avons fait d'autres demandes d'ailleurs à chaque fois qui ont été rejetées par l'entreprise. Là d'ailleurs, Sylvie en a parlé un petit peu tout à l'heure, nous avons également demandé le 13e mois. Ça a un sens, c'est-à-dire l'entreprise fait des bons résultats. Ce que l'on veut, c'est pas uniquement que ça soit qu'on en donne aux actionnaires. Très bien, il faut que ça fonctionne, il faut que les actionnaires nous donnent de l'argent pour continuer à fonctionner. En revanche, les salariés de l'entreprise, c'est eux qui sont au cœur même des actions et ils ne doivent pas être oubliés. Encore une fois, que ce soit le 13e mois, qui correspond à peu près à un montant un peu inférieur à 4 000 euros, à la prime de 4 000 euros ou même à des primes ou à des actions de performance, comme l'entreprise, comme certains dirigeants de l'entreprise ont eu le droit, pour nous, c'est un droit pour les salariés. C'est-à-dire qu'on doit, effectivement, l'entreprise se doit de récompenser les efforts de tous les salariés. On en est là, les résultats sont bons. L'année 2018 a particulièrement été difficile dans tous les domaines, dans l'intervention, dans la vente, dans le commercial, delivery, plein de soucis. On a eu plein de problèmes. L'emploi n'est pas au rendez-vous. Les gens ont pris sur eux pour faire de notre entreprise une entreprise qui a de très bons résultats. C'est pas en augmentant ou en donnant une 50aine d'euros supplémentaires par rapport à l'année dernière sur les intéressements, participation, intéressement, qu'on va contenter tout le monde. N'oublions pas les salariés qui sont encore une fois au cœur et qui sont la pièce maîtresse de tous les bons résultats que l'on peut avoir. Donc non, on n'a pas été, pour revenir sur la question, on n'a pas été concerté. On a fait un certain nombre de demandes qui nous paraissaient très légitimes. Et vis-à-vis de tout ce que l'on donne et aux actionnaires et à nos dirigeants, il faut trouver un équilibre, justement. Et cet équilibre doit revenir, et en tout cas c'est cette récompense, en tout cas non pas cette récompense, son travail, évidemment on est là pour travailler, mais tous les efforts qui ont été fournis, même au-delà certainement des espérances de l'entreprise, doivent revenir aux salariés. Donc nous n'avons pas été concernés, nous avons fait des demandes. Moi je vous invite tout simplement à continuer à signer notre pétition qu'on représentera à l'entreprise continuellement et dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Donc Sylvie, une autre question, est-il possible d'avoir la grille de rémunération et sa répartition hommes et femmes pour les salariés et fonctionnaires ainsi que pour les contractuels? L'intérêt étant de pouvoir se positionner en fonction de son statut. Alors, effectivement, les éléments de rémunération, ils sont communiqués, notamment dans le cadre de la négociation salariale, aux organisations syndicales. D'ailleurs, on commence par ça, on commence par faire un bilan de l'année 2018, donc on a tous les éléments de rémunération. Alors, tous, pas tout à fait, pour revenir à la question, Laurent, les éléments qu'on a, ils permettent de connaître une moyenne, en fait, selon la catégorie. C'est-à-dire si on est contractuel, fonctionnaire, cadre, non-cadre, le niveau, l'âge, et puis ce qu'on appelle aussi le décile en termes de rémunération. Donc ça, vos interlocuteurs, en fait, et FOCOM, ils sont à même, selon le cas individuel, de fournir un élément de repère sur le salaire global. Mais nous n'avons pas les critères qui nous différencient chacun d'entre nous, c'est-à-dire métier et ancienneté, parce que c'est ça aussi qui peut faire la différence. Alors, ce qu'on vous recommande dans un premier temps, c'est de vous adresser à votre interlocuteur FOCOM pour obtenir donc une information dite repère, que je viens de décrire, et aussi de demander à votre manager RH d'avoir accès au nuage de points pour vous situer par rapport à vos collègues dans votre établissement, votre plateau, voire service. Nous avons obtenu dans cette négociation que le nuage de points soit accessible à tout salarié qui en fera et qui en ferait la demande. Voilà. Donc, c'est possible pour vous. Vous adressez à votre manager, votre DRH, je vous dis, voilà, je veux savoir où moi je me situe. Parce que c'est comme ça, ça va pas être du proactif qu'on va faire vers vous. Donc c'est comme ça que vous allez pouvoir voir s'il y a un écart, et il y a un écart à négocier et à demander. Voilà. Donc quand vous rencontrez des difficultés, surtout vous en faites part à votre correspondant Infocom. Et vous dire également qu'on a demandé en 2019, comme on l'avait demandé d'ailleurs l'année dernière, à ce que carrément l'intégration du nuage de points soit fait dans le bilan social individuel pour chaque salarié. Voilà, ça c'est de la transparence qu'Orange pourrait
à nous offrir, en tout cas nous proposer. Voilà. Hein. Puisqu'ils se déclarent ambitieux, ça, ce serait une vraie avancée. Alors, pour l'instant, on nous le dit, techniquement, vous vous rendez pas compte, c'est pas possible. Alors, on sent que la porte n'est pas complètement fermée sur le bilan social individuel, mais on n'en est pas là. En tout cas, l'accès au nuage de points, oui, vous pouvez le demander. Très bien. Merci Sylvie. Une autre question, quelles mesures sont envisageables pour redresser l'égalité salariale? Alors, on a un petit peu parlé, l'égalité professionnelle, effectivement, on est FOCOM particulièrement investi. Donc il y a des mesures dans l'accord égalité professionnelle à Orange. Hein, ça c'est, je dirais que la majorité du contenu, en toute prétention, c'est le fruit des apports que nous avons faits. On a obtenu un budget spécifique justement qui n'empiète pas sur le budget reconnaissance ou augmentation générale. Il est négocié chaque année. Il est en deux parties, on en a déjà un petit peu parlé. Alors juste quelques chiffres, il faut savoir que dans les entreprises françaises, l'écart salarial à poste égal, il est d'environ 9% entre les femmes et les hommes. Il est de 25% sur l'ensemble de la carrière et il peut grimper jusqu'à 39% au moment de la retraite. Donc, alors à Orange, est-ce que c'est mieux? C'est un petit peu mieux. L'écart moyen, il est effectivement de 7,3% en 2018. Mais encore une fois, c'est une moyenne. Hein. Donc, il y a notamment des écarts beaucoup plus importants, par exemple, sur les cadres, chez les cadres, les contractuels. Voilà, notamment dans les bandes E et F, entre femmes et hommes. Donc voilà. Donc, on a, alors nous, donc je vous rappelle cette année, on a obtenu une augmentation de ce budget. Voilà, parce que 7%, c'est encore 7%, c'est encore beaucoup trop, et il faut réduire l'écart. C'est nécessaire. Alors une dernière question sur la négociation salariale. Pourquoi l'abondement global du plan d'épargne retraite collectif en 2019 a-t-il diminué? Et la première tranche abondée à 200% a-t-elle été supprimée? Entre autres pour les 150 premiers euros. Ouais. Alors, ce qu'on appelle donc le PERCO, ce que tu viens de citer, Laurent, ça ne fait pas partie de la négociation salariale, de la NAO. Ça a été une négociation qui s'est faite à part. Et d'ailleurs bien en amont, voilà. C'est une négociation à part. C'est comme l'intéressement, les avenants à l'intéressement, c'est en dehors de la NAO. Alors, en fait, effectivement, vous avez été plusieurs à nous avoir interrogés sur la diminution de cet abondement global du PERCO en 2019 et cette suppression dont tu parles, donc du coup pour les 150 premiers euros versés. Nous on regrette qu'on subisse, que tout le monde subisse cette baisse de l'abondement. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas eu ratification de l'avenant à l'accord. Voilà. Ça n'a pas été signé par les autres organisations, ce qu'expliquait Jean-Marc tout à l'heure. Pour qu'un accord il soit valide, il faut qu'il soit signé par plusieurs organisations syndicales et réunir 50%. Donc là, c'était pas le cas. Donc les autres organisations ont refusé de signer l'accord. Et donc là, franchement, parce qu'il s'agissait de conserver des conditions avantageuses qu'on avait déjà. Donc du coup, la décision unilatérale, elle a ramené à son point le plus bas. Donc il y a eu perte. Voilà. Donc en fait, il y avait que FOCOM qui avait signé. Donc c'est vrai que c'est dommage. On n'a pas bien compris sur ce coup-là cette non-signature. Nous, on était engagés pour signer. Voilà. Merci Sylvie. Une question pour venir sur le nuage de points. Question posée en direct. Le nuage de points est-il au niveau de l'équipe, du département, de l'unité? Alors, il peut être assez... Alors, si on considère unité comme service, il peut être considéré à plusieurs niveaux. Donc, au niveau d'une équipe, c'est possible. C'est pas sûr... alors, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est... est-ce que mon salaire est représentatif si je le compare au sein de mon équipe ou au sein de mon service, mon département, etc. Donc les DRH les RH même de proximité sont assez à même de vous dire à quel niveau va se situer la comparaison. Peut-être que je serai pas très clair là-dessus, mais ce qui va être important pour vous, c'est de vous situer en comparaison d'un métier qui est le vôtre, ensuite par rapport à l'ancienneté. Donc c'est vrai que un niveau très micro est
pas forcément représentatif. On peut même vous défavoriser. Il vaut mieux que ce soit un minimum de salariés dans le service. C'est ça. En fait, il faut un minimum d'effectifs pour éviter, je dirais, les effets de connaissance, de savoir qui a raison. Oui, alors même de confidentialité sur le salaire. Quoi. Voilà, même si sur le nuage de points, il n'y a pas d'identité. Donc le niveau, encore une fois, déjà unité ou département, c'est un bon niveau pour avoir une représentation de votre niveau de salaire. Une dernière question qui nous arrive avant qu'on ferme complètement le chapitre NAO. On nous demande, alors sur la dernière question, notamment sur le PERCO, pourquoi les autres organisations syndicales n'ont pas signé. Alors moi, j'ai pas forcément la réponse. Je sais pourquoi nous on a signé, pourquoi EFOCOM a signé. C'est pour garantir un supplément en signant que si on ne signait pas. Alors effectivement, on peut avoir des attentes et des prétentions et pour les salariés des attentes bien supérieures à ce que l'entreprise propose. Là, ce qui était proposé à la signature, c'est l'équivalent de ce qu'on avait l'année dernière. On savait très bien que s'il n'y avait pas signature, alors on a beau demander, il faut comme le premier, à demander bien plus, mais on savait très bien que s'il n'y avait pas de signature, on retombait, comme Sylvie l'a expliqué, un seuil minimum. Donc nous, EFOCOM, après avoir consulté et après avoir pris mandat auprès des salariés et des militants, a signé pour justement garantir ce petit plus. Je veux dire, ça mange pas de pain. On savait qu'on allait avoir un petit peu plus. Donc voilà. Donc après, pourquoi les autres organisations syndicales n'ont pas signé? Nous, on fait pas d'ingérence par rapport à la politique, aux décisions des autres organisations. Chaque organisation est libre de faire ce qu'elle veut. Encore une fois, nous, on se concerte avec toute la structure, les militants, et on attend mandat de votre part, et on signe les accords qui sont positifs dans le sens où ceux qui rapportent un peu plus que s'il n'y avait pas de signature. Donc sur l'histoire du PERCO, on avait un petit peu plus, donc on a décidé de signer. Les autres, il faut simplement leur demander. Nous, on le regrette, encore une fois, Sylvie l'a dit, parce qu'on a une perte par rapport à l'année dernière. Le fait d'avoir signé, effectivement, on peut demander 10, 15, 20, 30, 50% de plus. On est d'accord, on est les premiers à le demander. À un moment, faut être réaliste. Au moment où on doit, l'entreprise nous propose et nous présente le projet d'accord à signer, savoir si ça apporte quelque chose aux salariés ou pas. Si le fait de ne pas signer, si on partait sur une révolte, et si tous les salariés se mobilisaient pour dire on en a passé, on en veut plus, et puis qu'il y avait des actions, ce qui n'est pas forcément le cas, peut-être pour le moment, alors peut-être que demain ça sera différent. Là, le fait de signer rapportait plus à l'ensemble des salariés, quoi, ceux qui voulaient bénéficier et ceux qui voulaient entrer dans le PERCO, bénéficier d'un peu plus. Et ça, pour le coup, c'était une signature qui coûtait rien, entre guillemets. Les autres organisations syndicales n'ont pas signé, que ce soit CFE, CGC, CFDT, CGT ou Sud. EFOCOM a été la seule organisation signée. Écoutez, si vous avez des questions à leur poser, posez-leur. Nous, on ne veut pas faire d'ingérence. Nous, quand on signe, c'est pour apporter un plus à l'ensemble des salariés. Donc nous en avons fini pour les questions NAO. Comme on dit, sans transition, on va faire quelques questions, même si le temps diminue qui nous est imparti. Il nous reste 5-6 minutes. On va prendre quelques questions plutôt orientées fonctionnaires avec Laurent et Sylvie va poser les questions puisque nous on est pour l'égalité. Elle a répondu, maintenant c'est elle qui pose les questions. Voilà, exactement, changement de rôle. Donc, alors la question donc qui a été posée, Laurent, et notamment cet après-midi, c'est où en est-on du PPCR, donc effectivement ça concerne les salariés et fonctionnaires. Donc le PPCR, pour rappel, c'est le parcours professionnel qui concerne les carrières et les rémunérations des fonctionnaires, c'est ça. Et donc la refonte des grilles indiciaires qui y seraient associées, puisque finalement ça a l'air d'être l'arlésienne pour l'instant. Donc on en est où? Oui, donc en fait le projet a été soumis à validation de l'administration, enfin de la direction générale de l'administration de la fonction publique, qui est le dossier a été remis chez eux. Nous n'avons pour l'instant pas de retour, sachant que c'est quand même un projet très conséquent puisque ça concerne 21 décrets statutaires et surtout ça nécessite de suivre un process très long. Donc, puisqu'il y a la saisine de différents services au sein de la direction de l'administration de la fonction publique et qui fait que nous n'avons pas encore les publications au JO. Nous avons eu une date
estimé à peu près sur le second semestre 2019. D'accord. Donc ça veut dire pour l'instant que c'est bloqué à Bercy. Alors, question suivante, ça concerne l'accord reconnaissance. La mise en place de l'accord reconnaissance, est-ce qu'il aura est-ce qu'il a pour conséquence de supprimer finalement le bénéfice des mesures emploi et compétences qui sont attribuées actuellement, ou est-ce que le dispositif va continuer à exister finalement peut-être en parallèle en fait, Tout à fait. Tant que en fait les métiers, tous les métiers n'auront pas basculé dans de nouveaux référentiels métiers, les mesures MEC existeront dans la négociation annuelle salariale et dans la NAO de 2019. Il faut savoir que RCQ, donc l'accord de reconnaissance des compétences et des qualifications, est basé sur des compétences qui sont définies dans ce nouveau référentiel. Donc tous les salariés dont le métier n'aurait pas basculé dans ce nouveau référentiel contribuent quand même à l'entreprise et ont droit à des augmentations liées à des montées en compétences dont le dispositif MEC supporte. Donc on a une question aussi qui vient nous parvenir. Pensez-vous obtenir rapidement 10 jours max de transfert du CET vers le PERCO? On a ça effectivement dans notre exactement dans notre besace de négociation. L'obtenir rapidement, pour l'instant on vous a raconté un petit peu aussi ce qui s'était passé pour le PERCO, donc la direction peut dire qu'elle n'est pas forcément dans les meilleures dispositions, mais c'est une revendication qu'on suit. Voilà. Alors pour en revenir à l'accord reconnaissance, juste une dernière question, on arrive au bout du timing. J'ai eu une mesure en compétence en 2015. Alors est-ce que je peux prétendre tout de même à avoir une mesure dans le cadre justement du passage, comme tu l'as dit, au sein de RCQ, ou pas? Oui, bien sûr. En fait, RCQ est bien là pour valoriser individuellement la montée en compétences des salariés, et des compétences, mais aussi de leur qualification. Donc, bien que l'accord précise que il n'a pas vocation à servir toujours les mêmes, c'est-à-dire que un salarié qui bénéficierait de 2 années de suite d'une mesure, d'une augmentation de 2 ou 4% parce qu'il a évolué de niveau dans cet accord, il y aura un cadrage quand même managérial sur ces sujets-là pour éviter que ça soit toujours les mêmes qui bénéficient, des augmentations. Sachant que l'entreprise va vers du collectif. Donc le collectif veut dire que chacun met sa patte, sa contribution à la transformation de l'entreprise. Donc, par rapport à cette question, oui, tout à fait. Même si vous avez eu une MEC 2 ou 3 années avant, la mise en place, vous avez le droit à des mesures de l'accord reconnaissance des compétences et qualifications. D'ailleurs, j'en profite parce que tu parles des 2%, 4%, voire 7% au sein de l'accord reconnaissance. Je peux dire, parce que j'ai oublié de le dire, que dans le projet d'accord, on a obtenu d'inscrire et de réinscrire, et ça n'était pas au départ, des seuils, des minima également, de 600 € pour les 2%, de 1 200 € pour les 4%, et de 2 400 € pour les 7%. Voilà, parce que ce pourcentage-là, il ne représentait pas forcément ces minima-là. Donc au moins, même si on est en dessous au niveau du pourcentage, on touchera ces minima. Voilà. Merci à tous les deux. Donc nous arrivons au terme de cette première réunion, ou cette deuxième réunion, parce que là, nous en avons une ce matin. Certaines questions n'ont pas été abordées, vous l'avez constaté. Donc si vous avez envoyé une question et vous attendez une réponse, ne vous inquiétez pas, vous la recevrez dans très prochainement. Nous ferons d'ailleurs une communication pour un petit peu regrouper toutes les questions, toutes les réponses et l'état de l'avancement notamment de la NAO. Je vous remercie tout d'abord pour votre attention. C'est important. Il y a eu énormément d'inscrits alors inscrits c'est une chose, énormément de gens qui sont connectés à cette réunion, comme quoi quand on parlait du pouvoir d'achat, c'est évidemment important. Le salaire, la rémunération, c'est un point dans notre entreprise qui est très important et on sait pourquoi. On l'a dit tout à l'heure, on défend on est le syndicat
syndicat de la feuille de paye, on défend le pouvoir d'achat. Donc, encore une fois, on pèse, j'espère que l'entreprise aussi, on pèse l'importance de cette négociation et de ce pouvoir d'achat au quotidien. Donc merci particulièrement, je le dis, pour votre attention. Merci à Sylvie et à Laurent pour leurs interventions et pour leur éclairage. Nous vous tiendrons informés pour les prochains rendez-vous que nous aurons, et la prochaine réunion, je peux vous dire d'ores et déjà que ça sera sur le télétravail. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toutes les FOCOM en ligne sur notre site internet, focom-orange.fr, sur Plaza, sur Facebook, sur Twitter, sur le site de l'UCIO, l'Union des cadres et ingénieurs d'Orange, donc ucio.fr, et surtout dans ce contexte, dans cette période, n'hésitez pas à vous rapprocher de tous les représentants du personnel et FOCOM, qu'ils soient DP, qu'ils soient au CHSCT, qu'ils soient au CE, qu'ils soient DS, délégués syndicaux, ou représentants syndicaux tout simplement, représentants du personnel, dans toutes les unités, dans toutes les DO, dans toutes les divisions. Même si c'est pas à l'instant T, nous aurons et vous apporterons peut-être pas la réponse technique que vous attendez, mais vous l'aurez dans les minutes ou heures qui viennent. N'hésitez pas à vous inscrire également pour recevoir nos newsletters. Et encore une fois, merci pour votre participation. On voit l'intérêt qu'il y a pour ce genre de réunion. Vous avez été très très nombreux à vous connecter. Merci à tous, et encore une fois, FOCOM est à vos côtés pour vous accompagner au quotidien dans tous les dossiers de restructuration, dans les DO, dans les divisions, que ce soit sur l'ancrage, que ce soit dans tous les domaines. Delivery pose énormément de problèmes encore, on en parle beaucoup au CCUS, mais il y a énormément de problèmes. N'hésitez pas à voir, et vous le faites déjà, mais n'hésitez pas à contacter vos représentants du personnel pour qu'on puisse vous accompagner et défendre chaque dossier, qu'il soit personnel, qu'il soit collectif, au niveau de la direction générale. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt. Au revoir. Au revoir, bonne